Déjà l'avant-dernier épisode de la saison. Peux-tu croire? Je vous ai connu, vous étiez haut de même. Ah, c'est ça, c'est pas pratique. C'est un podcast audio. Vous voyez pas ma main qui était pas loin du sol. Ça va bien, les amis? Hein? Ah oui, je sais pas de qu'est-ce que je sais. Martin Biron, aujourd'hui. Martin, c'est un gars extrêmement sympathique. C'est un gars qui est gentil, c'est un gars qui est extrêmement volubile. C'est un gars, comment je pourrais dire, c'est un gars qui est extrêmement le fun. Et il y a un petit côté de Jerry Rochon. Martin, écoute, genre de gars avec qui le podcast aurait pu faire des heures. Je vais le réinviter. Écoute, je pense que il y a un moment donné dans l'épisode, vous allez voir, le son va changer parce que je pense que sa batterie est morte. Fait que ça a coupé puis on a repris l'appel parce que ça faisait tellement longtemps qu'on parlait. Vous allez comprendre pourquoi il enregistre de sa voiture alors qu'il se prépare à aller chercher ses enfants. Juste avant qu'on passe à la présentation de l'épisode, je peux pas passer sous le silence une nouvelle qui est sortie cette semaine, qui est un peu moins ludique, mais peut-être un petit peu plus sad but true, disait Metallica. Qui est la manière de le prononcer là, de Mike Gauthier, pour ceux qui écoutaient Info Plus à Musique Plus, où j'ai déjà gagné des billets pour Primus au Sepsum. Je m'éloigne. Nouvelle un petit peu plus triste malheureusement cette semaine, mais un ami du podcast qui est même dans les premiers à avoir été game de venir est nul autre que Monsieur Gilles Lupien. Il y en a qui l'ont posté dans le Jofa récemment. Il y a un article de Régent Tremblay avec beaucoup d'affection qui a été faite, qui relate en fait que Gilles est atteint d'un cancer et qu'il s'est fait dire qu'il en avait pour jusqu'à l'automne. Donc au moment d'enregistrer ceci en mai 2021, il lui resterait quelques mois à vivre. Et Gilles, je veux juste le saluer publiquement en ondes et je vais essayer d'y parler personnellement rapidement pour si vous revenir là-dessus. Mais je vais juste le dire publiquement, c'est un gars qui est venu au podcast à l'époque où le podcast il n'existait pas. En fait, encore, j'étais encore dans l'est de Montréal. J'enregistrais chez mes parents. Je me rendais en Car2Go. Et moi, j'arrivais toujours une bonne demi-heure, 40 minutes avant l'heure de rencontre. Et Gilles est arrivé avant moi. Ouais, t'es où? Mais non, j'arrive. Ça se peut pas, il y a comme 40. Ouais, mais lui, toujours un gars d'avance partout où il allait. C'est un gars extrêmement sympathique et c'était dans les là je sais que je viens de comme dire qu'est-ce que je dis en Jerry, mais de manière réelle, mais sincèrement c'est un géant, un gars de 6 pieds 6, mais un géant extrêmement doux, gentle giant. Et puis j'étais arrivé puis il avait dit non, prends ton temps, j'avais seté mes micros comme je commençais à faire des podcasts, j'avais peut-être quelques épisodes de fait à date puis ils étaient pas encore diffusés. Je vous avoue, c'était pas super bon au début, les épisodes, il y avait beaucoup de mauvais pilotes qui ont été faits et on a fait un épisode avec lui qui a été d'une générosité, écoute, j'allais dire accablante, là, mais sans borne. Il a jamais regardé sa montre. On rentre dans des sujets vraiment plus deep. Lui, c'est un gars qui s'est battu dans la vie, mais comme sur scène. Maudit métaphore hockey humour, mais non, sur la glace, et il s'est battu comme métier, il est devenu agent de joueur, il était dans les premiers à partir justement négocier des trucs pour les anciens, les games des anciens du Canadien, pour que ça devienne un peu rentable pour les gars, tout ça, et il en a fait beaucoup pour les droits des joueurs, il a été l'agent de Martin Brodeur, de beaucoup de la génération des gardiens québécois, Luongo, pas de vin si je me trompe pas, et on est revenu là-dessus, puis ce qu'il avait vécu quand plus jeune avec l'intimidation, j'ai un gars qui avait pas ça dans le sens battre, mais qui l'a fait pour son métier et comment il a accompagné les joueurs dans leur carrière, puis par son vécu en disant, il y avait une phrase qu'il avait dite que j'aimais beaucoup, on a un doctorat en hockey, tu sais. Et bref, c'est un épisode qui m'avait énormément marqué parce que c'était le premier épisode qu'en terminant l'épisode, je me suis dit, oh, il s'est passé de quoi. J'avais eu des frissons un peu parce qu'il y avait des moments très émotifs dans cet épisode-là, puis c'était un des premiers où je me suis dit, OK, on vient de toucher à quelque chose, on vient de toucher un nerf, puis ça avait été vraiment spécial comme moment pour moi, comme en essayant de commencer ce projet-là qui est encore relativement flou, puis ça, c'est grâce à la générosité de Gilles, qui avait dit, il y a un petit gars que je connais pas qui m'a appelé, puis je vais y aller dans l'est de Montréal. Puis il était venu de loin, là, je pense qu'il était pas sur l'île pantoute, puis je vais arriver, il est arrivé d'avance, il m'avait donné, ça avait été un épisode aussi qui était, justement, c'était pas un épisode d'une heure, là, on sent qu'on avait été. Donc, si vous avez la chance, je sais qu'il y a des gens qui se joignent au podcast, qui découvrent le podcast à différents moments dans son histoire, retournez écouter Gilles Lupien, qui était dans les premiers épisodes
je veux pas dire 3, là, je pense que c'était Pascal Leclerc, Lara Condon, mais probablement épisode 4 ou dans ces eaux-là. C'est vraiment dans les premiers. Et puis c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Et puis c'est un gars extrêmement, extrêmement smart. D'ailleurs, Denis Gauthier, vous l'avez peut-être vu, RDS, qui parle de Gilles Lupien en étant complètement émotif, il ne peut pas se retenir de pleurer. Et c'est un gars qui était très apprécié. Et donc, bref, je veux juste le saluer puis le remercier encore. Puis même s'il est en fin de vie, je lui souhaite la meilleure des fins de vie je sais qu'on dit souvent le mot dignité, c'est un mot très à la mode, mais je le pense sincèrement. Puis il est très heureux avec sa famille, ses amis, puis les gens qui aiment. Donc, merci Gilles d'être venu au podcast. Par simple générosité, gentillesse, puis par passion pour le hockey. Je ne l'oublierai jamais. D'un bon gars à un autre, de Gilles Lupien à Martin Biron. Tabarouette, ça faisait des années que je me disais, Martin, ça va être quelque chose. Puis Martin habite dans la région de Buffalo. Puis là, avec la porte Zoom qui s'est entrouverte avec la pandémie, puis on avait parlé à son bon chum Daniel Brière, que vous avez évidemment eu en début de saison. Si vous ne l'avez pas encore écouté, évidemment, c'est un must. Et également enregistré des États-Unis, dans le cas de Daniel, Philadelphie. Donc c'est ça. Donc après avoir parlé à Daniel, j'ai dit il faut que je reçoive ton chum Martin. Il a dit oh oui, ce gars-là a de la jasette. Mon chum, comme je l'ai dit, la batterie de son sel est morte, c'est pas rien. Donc je l'ai rencontré le 17 novembre 2020, évidemment, par Zoom. Mais tu sais, il ne déçoit pas cet homme. Hein? Quel sympathique gaillard. Et justement, c'était novembre, c'était avant Noël, fait que ça commence. Tout de suite, on tombe dans le ciné-cadeau. Donc, ça, c'est vraiment, là, ça donne le ton. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés par rapport à ça? Ouais, ça, oui, c'est ça. Il y a un moment donné, au début, des fois, je me fourvoie. Des fois, je réécoute des bouts d'épisodes, et puis je me dis, un moment, tu sais, je dis vraiment, des fois, je me trompe dans plein d'affaires. Puis là, tu vois, un moment donné, au début, on parle de films. Puis je dis, je sais que les enfants parlent pas anglais. Évidemment, ce que je voulais dire, c'était, je sais que tes enfants parlent pas français. Évidemment, ces enfants ont été élevés aux États-Unis et en anglais. Donc, tu fais des petites affaires de même, des petites coquilles là, que je me permets pour me rappeler que je suis humain après tout. Hein? Human after all, disait Daft Punk. Une autre affaire qui est terminée. Bon. Donc, voilà. 17 novembre 2020, les Anglais, tata, un moment donné, ça chie, mais inquiète pas, ça revient. C'est un gars que j'adore. J'ai déjà hâte d'aller voir des games des sabres de Rasmus Dahlin et Eichel pour le temps qui lui reste à Buffalo. Et donc, en direct de son, mais c'est pas en direct, mais vous comprenez ce que je veux dire. Directement, peut-être. Mais, ouais, directement de sa voiture. Voici Martin Biron. Drette sur le tape avec David Bocage. On commence en direct d'un auto parké à Buffalo. Là, les gens ils savent pas parce que c'est audio, mais en ce moment, en bon père que tu es, t'es assis dans ton auto, pas loin de l'école de tes enfants, pour que quand le podcast finisse, tu sois prêt à les récupérer. Et je le dis parce que sinon, il y a des gens qui vont peut-être avertir la police dans le coin de Buffalo en pensant qu'il y a un pédophile. Ouais, ben là, je suis le seul char dans le parking, hein, fait que ils vont dire, c'est quoi qu'il fait là à 1h10 l'après-midi? Les kids, ils ont pas fini l'école avant 2h30. Puis il y a un bonhomme là qui est sur son téléphone dans le char, puis il a de l'air un peu bizarre. Fait que ça se peut, je me fasse arrêter. Pourquoi il se liche les doigts constamment? Non, c'est pas... Parce que j'ai mon sac de chips pour ça. Exact. Hey Martin, pour vrai, merci de prendre le temps de nous jaser. Je sais j'apprécie l'invitation. Ouais. Écoute, c'est super le fun. Puis j'aime ça. Écoute, moi, ma vie est en anglais présentement. Là, une fois par semaine, je fais une chronique à RDS. Puis j'aime ça parce que ça me fait sortir de ma bulle anglaise. Puis là, écoute, dans ce temps-ci de l'année, là, les fêtes arrivent. Écoute, ciné cadeau va recommencer, des choses de même. Hein? Fait que là, j'aime ça parce que je suis vraiment là dans ma personne en québécois. Là, tu sais, c'est pour ça que j'aime ça, là, parler avec du monde comme toi puis du monde du Québec parce que ça me remet à mes racines un peu. C'est quoi tes hits de ciné cadeau? C'est quoi tes go-to là que
que à chaque année, il faut que tu regardes pendant les fêtes? Ben, j'ai vu là que la programmation est sortie hier. En tout cas, je sais que, écoute, le podcast va sortir dans quelques jours, semaines, là, mais écoute, les Astérix, c'est priorité, Tintin, c'est priorité. C'est ça vraiment. Puis même, j'ai vu que il y a un cinéma en famille aussi. Il va y avoir Bec et Bottine, la Garde des Tucs, le Dîner de con, des choses comme ça. Là, ça, écoute, je vais les enregistrer puis je vais pouvoir les réécouter là, par après. Mais j'ai toutes les... pas toutes, j'en ai pas mal, là, les bandes dessinées des Astérix le Gaulois, je les ai à la maison. Tintin, je les ai pas mal toutes. J'ai deux beaux placards de ça aussi, fait que j'aime ça. C'est-tu des films que, je sais que tes enfants parlent pas anglais, mais t'aimerais-tu ça partager ces films-là avec tes enfants? Tu sais, la guerre des tucs pis ces affaires-là, t'aimerais-tu des affaires que t'aimerais leur montrer? J'aimerais ça leur montrer, malgré que, écoute, tu dois le voir aussi, là, de génération en génération, il y a des choses qui se passent pas. Tu sais, un film, là, des années 80, des fois, tu regardes ça pis tu te dis, maudit que c'est mal fait, maudit que les images sont pas belles. Pis c'est quoi ça, là? C'est pas en haute définition, là, ça voit mal, tu sais. Puis pas juste des films francophones, des films anglophones aussi. Des fois, je dis à mes enfants, hey, ça, c'est un super de bon film, on va l'écouter. Là, après 15 minutes, ils disent, voyons, c'est bien plate, ça. C'est un film des années 80, là. Mais il y en a des hits comme ça qui restent des hits. En tout cas, pour moi. Alors, je vais l'essayer avec eux autres encore ça. Je pense aussi notre capacité d'attention a diminué à chaque génération aussi. C'est une autre affaire qui se diminue. Pendant que tu es dans la région de Buffalo, vu que tu habites là, moi, il y a une question que je vais te demander parce que Buffalo est comme connu à travers la ligue, en tout cas pour les joueurs, que c'est la place où ils veulent pas aller, qu'ils trouvent donc plat, qu'ils ont fait. Puis toi, t'habites là, t'as installé ta famille là. C'est-tu vrai que Buffalo, c'est si dole ou si laid, ou en tout cas, je sais, industriel ou peu importe? Tu sais, toi, t'habites là pour vrai, là. T'as parlé trop avec Daniel Brière. Écoute, c'est ça qui est arrivé. Hein? Tu sais, Zidane, quand il s'est fait échanger de Phoenix à Buffalo, il disait, le coach à Phoenix, dans le temps, il arrêtait pas de dire aux joueurs, si vous jouez mal, là, je vais vous échanger à Buffalo, ma gang de sacrifice, vous autres. Fait que là, tu sais, tout le monde, là, le message dans la ligue, c'est toujours, Buffalo. Mais écoute, je comprends ça parce que j'ai joué avec les Flyers, les Islanders et les Rangers. Puis quand on venait à Buffalo, on restait dans un hôtel poche au centre-ville. De marcher de l'hôtel à l'aréna, il y avait pas rien. C'est vraiment plat. Mais moi, j'ai grandi à la ville de Québec. Je suis un gars du Lac-Saint-Charles, au nord de Québec. Puis je parle, Buffalo, là, c'est comme la ville de Québec sans le centre-ville. Écoute, le centre-ville de Buffalo, c'est sûr que c'est poche. Mais les banlieues, le monde, c'est accueillant, c'est généreux, c'est chaleureux, c'est tout ça. Alors moi, quand je suis arrivé à Buffalo ou dans la région de Buffalo à 20 ans, j'ai vraiment aimé la part là qui était là de la ville de Québec. Puis de transférer ça à Buffalo, j'ai vraiment aimé ça. Alors, je suis dans un petit village au sud de Buffalo, pas grand monde. Il y a la rue Maine, là aussi, que tu as une couple de restaurants, de bars, de boutiques et tout. Mais c'est des belles banlieues, c'est 4 saisons. Écoute, on a un bel hiver, il neige pas mal. C'est sûr que le plus vieux que je suis, j'haïs l'hiver, mais tu sais, pour les enfants, c'est le fun. Il y a un printemps, il y a un automne. Alors, c'est le fun Buffalo, puis la majorité des joueurs, comme Brière, comme Jean-Pierre Dumont, comme plusieurs autres joueurs qui sont venus ici à Buffalo, ils ont aimé ça et beaucoup d'eux ont resté à Buffalo. Écoute, un ancien du Canadien, là, Craig Rivet, Craig Rivet, c'est un gars d'Ontario, il a joué à Montréal, il a joué à San Jose, puis il reste ici à Buffalo. Pourquoi? Parce que pour sa famille, c'était Buffalo. Il voulait que sa famille soit ici parce qu'il a bien aimé ça. Alors, les gens aiment ça. Scotty Bowman aussi, sa famille était Scotty Bowman est là, exactement. Écoute, Marcel Dionne, qui est un gars, qui a jamais joué ici avec les Sabres de Buffalo, était mon voisin là d'une coupe de rue là pendant plusieurs années. Il est resté ici à Buffalo. Alors, il y a beaucoup de monde qui aime ça. Puis, vraiment, là, j'étais à 5h30, 6 heures de route de Montréal, 8h30 de route de Québec, où je vais à Toronto en 2 heures, prendre un avion, me retourner à la maison. J'étais à côté du Canada, alors j'ai mes postes canadiens à la TV puis tout. Fait que je suis correct. Moi, j'aime bien ça. C'est all set, ouais. Ben, parlons-en de Buffalo. Toi, ben, pour ceux qui ne savent pas, ou peut-être les plus jeunes qui t'ont peut-être moins vu jouer, mais t'es un 16e overall pick, joué première ronde de 95 des Sabres, l'année où le Canadien avait repêché 8e. T'as souviens-tu qui?
Terry. Oui, c'était Terry Ryan. Exactement. Qui avait été repêché. Malgré Terry Ryan avait de bonnes intentions de jouer dans la Ligue nationale, ça a pas vraiment marché ben pour eux autres. Il a fait un livre il y a une couple d'années qui s'appelle quelque chose Tales of a First Round Nobody. Exact, quelque chose comme ça, la confession d'un flop de première ronde, une affaire comme ça. Exactement. Bref, fait que toi, t'es repêché 16e cette année-là par Buffalo, puis c'est assez spécial parce que d'habitude, tu finis ton junior, puis après ça, tu vas pro, puis là, tu joues. Mais toi, ta première game NHL, ça s'est pas passé exactement comme ça. Il y a eu un setup un peu hollywoodien, là. Oui, mais c'était assez spécial. Fait qu'on retourne en 1995. Ça fait quasiment 25 ans de ça, là, cette année. Alors, c'est le camp d'entraînement de l'équipe Canada Junior. Puis ça, c'était à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Fait que là, je vais au camp d'entraînement de l'équipe Canada Junior. Les gardiens de but qui sont là, il y a José Théodore, Marc Denis et moi. Et là, José Théodore est assuré de faire l'équipe. Alors, la bataille est entre Marc Denis et moi. Et le dernier matin, comme ça arrive toujours à l'équipe Canada Junior, tu te fais appeler de bonne heure le matin si tu te fais retrancher. Le téléphone a sonné à 5h30 du matin dans ma chambre. Puis j'ai répondu, ils ont dit viens à la chambre des entraîneurs. Alors, je savais que j'avais été retranché. Les 4 derniers retranchés cette année-là, c'était moi, Daniel Brière, Jay McKee puis Daniel Cleary. Encore 4 gars qui ont fait de la Ligue nationale, qui ont quand même eu de bonnes carrières. Ouais. Et là, je suis retourné chez nous. Fait qu'on se retourne là, au 22, mettons, décembre, juste avant le Noël. Puis je me souviens, j'ai regardé le match du Canadien à TV ce soir-là. Et le Canadien jouait contre les Penguins de Pittsburgh et Jocelyn Thibault était dans le filet. Jocelyn Thibault avait eu un blanchissage. Je pense qu'il avait battu Pittsburgh 1-0 cette année-là. Ce match-là. Alors, je me disais, moi, chez nous, hey, je veux-tu pas être le prochain gardien de but qui va rencontrer les Penguins de Pittsburgh parce qu'ils viennent de se faire battre 1-0. Les Mario Lemieux, les Jaromir Jagr, les Peter Nedved, pis ces gars-là, ils vont être déchaînés après Noël. Ben, je me suis fait appeler le lendemain par Larry Carrière, qui est assistant directeur général des Sabres. Il a dit, Martin, on a des blessures, on a besoin de toi à Pittsburgh le 26 décembre et tu vas goaler cette game-là. Moi, je me souvenais de ce que j'avais dit le soir d'avant en voulant dire, oh boy, ça sera pas là magnifique pour moi, mais c'était une expérience incroyable. Écoute, le 25 décembre, le jour de Noël, je suis parti en avion de Québec. Je suis allé à Pittsburgh. L'équipe est pas arrivée avant le lendemain matin. Alors, je me suis levé, j'étais allé à l'aréna, pratique de matin, la game le soir. Je me souviens pas pantoute là, de l'expérience comme telle parce que j'étais comme là, dans un nuage. J'ai vu la vidéo, puis je me suis fait marquer pas mal de buts en première période, mais quand même, c'était une expérience assez incroyable. Puis, il y a une chose que je me souviens, c'est que dans la période de réchauffement, faut qu'on aille dans l'autre zone. C'est comme à Pittsburgh, dans l'ancien là, Mellon Arena, les Glue, là. Les joueurs des Sabres partent de la gauche et s'en vont dans la zone à droite, et les joueurs de Pittsburgh partent de la droite et s'en vont dans la zone à gauche. On fait comme un criss-cross au centre. Puis moi, je m'étais mis dans le coin de la patinoire pour m'étirer, pour me stretcher. Puis là, je me rends compte que les joueurs des Pingouins embarquent un par un sur la glace à côté de moi. La porte de leur chambre était juste à côté de moi. Écoute, j'en avais aucune idée. Et là, tout le monde embarque sur la glace. Et là, tu vois, Jaromir Jagr, il embarque sur la glace. Puis je me dis, oh boy, avec le mollet puis tout en arrière, tu sais. Puis là, la foule commence à faire du bruit. Et le dernier des Pingouins a toujours embarqué sur la glace. C'est qui? C'est Mario Lemieux. Mario, ouais. Alors, Mario embarque sur la glace. Il me donne une tape sur ses pads. Puis il dit, good luck, kid. Puis il s'en va dans sa zone. Puis je vois le grand 66 patiner vers sa zone adverse. Écoute, je pense que j'ai fait pipi dans mes culottes à ce moment-là. Là, ça a été assez spécial comme expérience. Puis c'est pour ça que je me souviens plus qu'est-ce qui s'est passé après ça. J'étais dans un rêve. Mario, as-tu scoré une couple de fois contre toi, ce game-là? Mario a jamais marqué contre moi. Jamais. Ben, malgré que j'ai joué 2 périodes. By the way, ce qui aurait été un honneur. Les 2 meilleurs joueurs dans l'histoire du hockey ont jamais marqué contre moi. Wayne Gretzky, j'ai jamais joué contre Wayne. Fait que, mais quand même, j'ai pas besoin de le dire. Et Mario, j'ai joué 2 périodes contre lui, cette game-là. J'ai joué la première et la troisième. La deuxième période, l'entraîneur Ted Nolan, il a dit, on va enlever le kid pour on va lui donner la chance de respirer un peu. Alors, il a pas marqué. Puis quand il est revenu au jeu,
des années plus tard, lorsqu'il est revenu au jeu, il a jamais marqué contre moi. Le reste de l'équipe, écoute, en marquait 10 par match parce que je jouais jamais bien contre les Pingouins, mais Mario n'a jamais marqué. Alors, c'est une petite mettons là, reconnaissance là, que j'ai jamais fait. Je me suis jamais fait marquer par les 2 meilleurs joueurs de hockey au monde. Est-ce que tu savais qu'en jouant cette game-là le 26 décembre 95, que j'ai lu que apparemment t'es devenu par le fait même le quatrième gardien le plus jeune à starter un match NHL. Oui, je le savais. Je pense qu'il y en a eu 1 ou 2 autres là depuis ce temps-là qui ont été plus jeunes. J'avais 18 ans et 180 jours ou quelque chose comme ça lors de mon départ. Mais je vais te dire, quand tu as 18 ans, là, t'es un peu naïf, hein? T'es un peu là, niaiseux. Moi, là, dans ma tête, là, quand je m'étais présenté au camp d'entraînement des Sables de Buffalo au mois de septembre 95, je pensais que j'allais faire l'équipe. Écoute, j'étais le meilleur gardien dans ma tête. Là. Dominique Hasek, c'est qui, lui, tu sais? Je vais faire l'équipe des Sables. Et lorsque je me suis fait retrancher, j'étais comme un peu déçu. Puis là, je me fais rappeler à Buffalo. Dans ma tête à moi, là, je fais un blanchissage, ma première présence dans la Ligue nationale de hockey. Écoute, je suis bon, je suis un des meilleurs. Je vais arriver à Pittsburgh, je vais faire un jeu blanc. Écoute, ben le premier lancer que j'ai fait face, c'était Peter Nedved de l'aile un peu. Elle m'a passé par-dessus la mitaine. Elle est rentrée la barre horizontale dans le filet. Thanks. Alors, j'avais un pourcentage d'arrêt de 0% à mon premier lancer. Ça n'a pas super bien parti. Puis, ta première game, tu te souviens-tu de ton numéro, ton fameux numéro? Oui, j'avais le 0. Puis ça, c'était un peu une surprise parce que quand j'ai joué Midget 3 avec les Forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue, il y avait des numéros spéciaux. Écoute, il y avait pas là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les numéros pour les gardiens de but, c'était 0, 33 puis 35, je pense. Et moi, je voulais pas avoir 33 parce que c'était le numéro à Patrick Roy et j'étais un Nordique. Écoute, j'étais un Nordique de Québec. J'ai ici le Canadien, j'ai ici Patrick. Ben, je l'appréciais, mais s'il pouvait perdre contre les Nordiques, c'était parfait. Ouais. Alors, je voulais pas le 33. Je pense que mon partenaire, son nom, c'était Martin Bradette. Je pense qu'il avait pris le 35. Il est venu au podcast. Hein? Il est venu au podcast, oui. OK, bon, ben garde, Martin, je pense qu'il avait pris le 35. Alors, j'étais comme resté avec le 0. J'avais une super de bonne saison cette année-là avec les Forestiers. L'année d'après, avec les Harfans de Beauport, les Harfans m'avaient donné le choix de garder le 0 si je voulais. Alors, j'ai dit oui. J'ai eu une super de bonne saison. Alors, j'avais toujours aimé ce numéro-là, mais dans le camp d'entraînement avec les Sables de Buffalo, écoute, tu donnes pas là, un ticket de 18 ans au camp d'entraînement, là, le 0. Tu lui donnes le numéro, là. Je pense que j'avais 35. Je pense que c'est le numéro que j'avais là, en match hors concours. Mais lorsque je suis arrivé à Pittsburgh, dans la chambre, le soir du match, j'ai regardé, puis mon gilet il était là et le numéro 0 était là. Alors, c'est le soigneur Jim Puditelli qui avait dit à Ted Nolan puis à John Muckler, il avait dit je veux le 0 pour Martin, c'est son numéro dans le junior, puis ça va être très spécial. Alors, il me l'avait accordé. Alors, j'ai porté le 0 là pendant quelques matchs dans la Ligue nationale. Mais tu savais que la Ligue nationale a fait une règle qui a été surnommée la Martin Biron Rule? Oui, pis ça c'est spécial parce que ma première année dans la Ligue américaine avec les Americans de Rochester, notre soigneur, notre trainer, voulait pas me donner le 0. Lui, c'était un gars qui disait t'es une recrue, tu prends le numéro qu'on te donne. Il m'avait donné le numéro 1. Et là, l'année d'après, ce soigneur-là est parti à Nashville. Alors là, moi, j'étais prête, je vais avoir le 0, tu sais, je suis plus une recrue. Et là, la Ligue nationale et en vertu de la Ligue américaine avait un règlement que tu n'avais plus le droit d'avoir le numéro 0. C'était de 1 à 98. Wayne Gretzky avait pris sa retraite, alors 99 n'était plus dans les options pour personne. Et la raison qu'ils m'ont donnée, c'est que on se préparait pour le bug de l'année 2000, le Y2K. Alors, lorsque ils mettaient mon numéro dans les archives pour l'assurance, le fonds de retraite et tout, ils mettaient un 0 et l'ordinateur ne comprenait pas 0 comme numéro. Alors, c'était comme si j'avais pas joué. Et au lieu de fixer de corriger le programme, ils ont dit
Ça va être bien plus facile de dire pas de 0-0 dans la ligue, alors j'étais le seul joueur affecté. Ils ont dit, bon, ben, le kid là, de Québec, là, il peut changer de numéro. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le règlement. On dirait que c'est soit qu'ils sont vraiment pas bons en informatique ou qu'ils sont vraiment comme conspirationnistes par rapport à la théorie du bug de la... Je pense qu'ils étaient juste lâches. Ouais, c'est ça. T'as quand même parlé que quand t'as été repêché, justement, t'es arrivé puis ça a donné... En tant que gardien, ça donne que t'es sur l'équipe où il y a peut-être le gardien le plus en vue en Dominique Hachek. Et je sais que c'est tout, comme on dirait en français, tout un pistolet, ce Dominique. Pourrais-tu me parler de ce personnage qui est Dominique Hachek? Écoute, une fois que tu étais dans le circle of trust, là, tu sais, là, qui te faisait vraiment confiance, c'était ton meilleur ami. Écoute, ça y a pris un peu de temps parce que lorsque je suis arrivé à Buffalo, ma première vraiment saison complète à Buffalo, c'était 99-2000. Et je suis arrivé à Buffalo après un départ là vraiment là médiocre des Sabres. Je me suis fait rappeler de Rochester. J'ai joué un match. Hachek a joué un match et demi et s'est blessé et était perdu pendant 3 mois. Alors, tu sais, il me voyait comme arriver là, le kid qui prenait sa place un peu, malgré que, écoute, c'est Dominique Hachek, je prends pas sa place pantoute, là. Mm-hmm. Mais sa première année là, c'était un peu là bizarre notre relation. La deuxième année, alors qu'il est revenu avec les Sabres de Buffalo, et là, on a vraiment là su se parler et se comprendre. Là, il était incroyable. Écoute, si on allait sur la route, on allait souper. J'ai jamais sorti ma carte de crédit, là. C'était Dom, là. Hey, c'est moi qui paye, Martin, inquiète-toi pas. On allait au bar. Écoute, c'est moi qui paye la traite. Il était vraiment, là, généreux comme ça. Malgré que plusieurs partisans vont dire qu'il était pas très, très généreux parce qu'il donnait pas beaucoup d'autographes. Puis ça, ben, c'était à Hachek. Il était bizarre là-dessus. Il donnait pas beaucoup d'autographes. Même que les joueurs, les entraîneurs et les propriétaires avaient seulement 2 autographes par saison. Un gilet signé et une photo signée. Et c'était tout. Ils voulaient pas là, en signer 50, 60, 70. C'était un gilet, une photo par joueur. C'était tout. Il était un peu bizarre là-dessus, mais un gars incroyable. Écoute, un gars relax, tellement que... une game, je me souviens, j'étais assis à côté de Dominique Hachek. On se prépare pour aller sur la patinoire pour la période d'échauffement. Et Dom, il me regarde et il dit « Marty! » Puis là, je le regarde, je dis « Oui. » Il dit « J'ai pas mon jock! » Fait que là, il avait oublié son jackstrap. Écoute, ouais. T'es un goaler, là. C'est une pièce d'équipement que t'oublies pas, hein. T'oublies pas de mettre ton jackstrap, ta coquille. Mais je dis, comment ça, t'as oublié ton jackstrap? Écoute, il dit, je l'ai oublié, garde, il l'avait dans le fond de son stall, en arrière de ses gants, dans son vestiaire, il était là, puis il avait oublié de le mettre. Fait que moi, là, dans ma tête à moi, je me dis, bon, ben, il va se déshabiller, il va mettre sa coquille, puis il va se rhabiller, puis il va arriver dans la période d'échauffement en retard. Non! Il a mis un bas dans ses culottes pour se protéger un peu, puis il est allé sur la patinoire pendant 15 minutes dans la période de réchauffement. Non. Lorsqu'il est revenu, il s'est rechangé. Mais là, écoute, imagine, là, tu prends les lancers, là, dans la période de réchauffement, t'en as pas juste 5 ou 6, là. T'en as reçois une 50aine, une 60aine de lancers. Il aurait pu en manger un direct d'un bijou de famille, puis ça aurait fait mal dans ta barouette. Mais non. Lui, aucun problème. Je vais être capable de les arrêter en avant de moi, là. Aucun problème. Puis, c'est comme si rien n'était. Écoute, j'avais peur pour lui. À tous les fois que je voyais un lancer se diriger vers là, je me fermais les yeux sur sa glace, là. J'avais peur pour lui. Y a-tu quelque chose que tu te dis, ce gars-là, genre, tu sais, le monde dit, t'as gaulé avec un des meilleurs goalers, t'as-tu appris de lui? Mais c'est comme, tu peux-tu apprendre de Dominique Hachek? Parce qu'il y a tellement un style qu'il y a juste lui qui peut faire avec ses genoux en plastique qui étaient comme des slinky. Ouais. Et mettons que t'apprends pas comment arrêter une rondelle de Dominique Hachek. Son anticipation, son style était vraiment broche à foin bizarre. Mais ce que j'ai appris de Hachek, premièrement, c'est sa préparation. Écoute, comment qu'il connaissait les shooters, là. Tu sais, si Owen Nolan rentrait à la gauche, là, il savait ce qu'Owen Nolan allait faire. Si c'était Mario Lemieux, il savait ce que Mario Lemieux allait faire. Il était vraiment là, bon à anticiper comme ça. Et ses déplacements étaient incroyables. Lorsque tu fais des exercices de gardien de but, la majorité des exercices de gardien de but sont basés sur les déplacements. Et ces déplacements étaient vifs, étaient rapides, ses arrêts étaient secs.
Alors, c'était vraiment le fun d'observer Dominik Hasek dans les entraînements pour voir, là, sa base. Sa base était exceptionnelle. Là, de la manière qu'il arrête les lancers, il y a juste Dominik Hasek qui est capable de faire ça. Mais sa base, là, est exceptionnelle. Et j'ai appris beaucoup de lui. J'ai appris beaucoup de Ryan Miller, d'Henrik Lundqvist et de tout. Mais Hasek, c'était le plus bizarre, mais quand même un des gars avec lequel j'ai appris le plus. Ah oui, tellement. Parce que je te demandais comment il était, parce que je sais pas dire n'importe quoi. Je sais pas si c'est Matthew Barnaby. Mais je pense que c'est Matthew Barnaby qui avait dit que dans un podcast, il était comme, ouais, il dit Hasek, je l'aimais vraiment pas. Il était vraiment mean avec les rookies. Puis genre... Ouais, lui, Barnaby puis Dom, ils se sont pas aimés. Il y a eu des rumeurs aussi, là, lorsque Ted Nolan s'est fait congédier, qu'apparemment, c'était l'histoire à Hasek, Nolan, peu importe. Puis Barnaby, lui, il adorait Ted Nolan. Écoute, Ted Nolan, il aimait ses fougueux, là. Ouais. C'est Barnaby, c'est Rob Ray, puis ces gars-là, tu sais. Ouais, il les aimait beaucoup. Les gars, là, qui se battaient, puis qui brassaient, là, de la merde à tout bord, tout côté, tu sais. Barnaby, c'est un gars de même. Alors, il y a eu des rumeurs. Écoute, ces rumeurs-là, c'est des rumeurs. Moi, j'étais à l'entour de l'équipe un peu là dans ce temps-là, pas autant là, que plus tard. Mais alors, Barnaby aussi, écoute, il disait, les gars, ça le criait sur la glace. Si tu veux travailler sur ta confiance, reste du côté de Martin. Les autres, allez-vous-en du côté de Hasek, parce que tu scorais pas contre Hasek. Ouais. Hasek, là, il te laissait pas scorer. Puis si tu scorais contre lui, et il restait sur la glace jusqu'à ce qu'il t'arrêtait, là. Ouais. Écoute, je me souviens, Wayne Primo, le frère jeune de Keith Primo, avait scoré sur Hasek dans un lancer de punition, une compétition à la fin du match, à la fin de la pratique. Puis il avait célébré son but. Et Dominik Hasek l'a fait rester sur la patinoire, là, pour un autre 50 lancers de punition. Puis Primo a pas scoré une fois pantoute. Écoute, c'était là, reste à la glace, le kid. Je te laisse pas sortir de la glace, tu fais pas ça, tu me scoreras plus un autre goal. Écoute, c'est tant de même qui était. Et ça a été la stratégie de l'équipe tchèque. C'est comme ça qu'on gagnait la médaille d'or olympique. Je pense 98 en Nagano, exactement. Il a arrêté Raymond Bourque, Shanahan. Il a arrêté toute la gang, là. Lindros a pogné le poteau. Il y avait Fleury, je pense. Mais Wayne Gretzky. Oui, c'est vrai, Théo Fleury était là aussi. Wayne Gretzky, qui était un étudiant de la game, il disait, quand les shootouts est venu, il dit... je savais dans quoi on s'en bat. Et quand l'overtime a commencé, il faisait juste domper la rondelle, les Tchèques, puis il faisait juste, il jouait pour le shootout, parce que s'ils vont au shootout, Hasek, il va nous faire gagner. Puis il est tellement, tu sais, il était quand même un peu, c'est ça, là, c'est un peu un notice du hockey, là, Gretzky, fait qu'il connaissait toutes les affaires de même, puis il dit, je sais très bien que si on va en shootout, la seule personne qui est capable de battre Hasek en shootout que j'ai vu, c'est Joe Sakic. Dans le All-Star Game, il va la mettre low blocker, il va faire un tir parfait. Puis il dit, je regarde Joe Sakic qui est dans les estrades avec ses crutches, avec ses béquilles, parce qu'il s'est blessé dans une game précédente où Rob Blake a frappé un gars qui est tombé sur la jambe de Joe Sakic. Fait qu'il dit, le seul gars qui peut battre Hasek en ce moment, il est dans les estrades. J'ai peur. C'est pour ça que Shanahan puis Bourque, ils sont allés, parce que c'est des gars qui ont de bons lancers. Puis Hasek, tu pouvais pas le déjouer. Tu pouvais pas essayer de faire une feinte puis le déjouer. Écoute, il était tellement rapide, puis comme tu dis là, il était slinky, là, il faisait le grand écart, puis il était tellement rapide, il était impossible. Fallait que tu prennes un lancer. Puis Joe Sakic avait un des meilleurs lancers poignets là, au monde encore là. Moi, c'est un des meilleurs lancers poignets que j'ai vu dans ma carrière. Puis c'est pour ça que Brendan Shanahan puis Raymond Bourque y avaient été, parce qu'eux autres, puis Lindros aussi, c'est des gars qui ont un bon lancer du poignet. Puis c'était la seule manière que tu pouvais battre Dominik Hasek. Mais je vais te dire là, Hasek là. Écoute, ils ont gagné la médaille d'or à Nagano. La première fois que les joueurs de la Ligue nationale sont allés aux Olympiques. Et ils sont partis sur une brosse là pendant 2 semaines. Là. Quand il est revenu à Buffalo, là, je pense qu'il était encore sous. Écoute, c'était incroyable. Les Tchèques, ils en ont fait le party là, de cette médaille d'or-là pendant plusieurs semaines. Mais oui, c'est pas comme ça rappeler les Capitals puis Ovechkin dans les fontaines. Mais écoute, l'équipe tchèque qui gagne la médaille d'or, là, comme c'est pas réarrivé, ça arrive vraiment pas souvent. Fait faut que quand tu sais, c'était le prime à Jagr, c'était le prime à Hasek, il fallait qu'il gagne. Surtout là pour les Tchèques, écoute, t'as la Russie, t'as les Américains, les Canadiens, les Suédois, les Finlandais. Écoute,
Les Tchèques sont 6e dans ce groupe-là, là, puis là, ils gagnent la médaille d'or. C'est quelque chose d'incroyable. Lui puis Jagr, en République tchèque, c'est des dieux humains, là. Je pense que là-bas, ils sont vénérés, je veux dire, à l'infini. Ah. S'ils marchent là-bas, Dom, il revient à Buffalo une couple de fois par année, fait que je le vois une couple de fois par année, on va luncher, peu importe. Là, lui, il a vraiment là, décroché du hockey, malgré qu'il est resté. Il a joué au hockey jusqu'à ce qu'il ait 47 ans, je pense. Là, il jouait encore en Russie puis en République tchèque. Ouais. Mais là, présentement, là, lui, c'est un gars qui aime la chasse. Il est avec ses chiens toujours. Il y a des chiens, il s'en va à la chasse. Écoute, il rentre dans un café, dans un restaurant en République tchèque, là, il y a ses chiens avec lui. Il s'assied à sa table, ses chiens s'assisent à côté de lui, et là, il va manger, ses chiens vont peut-être se coucher à terre avec un bol d'eau, peu importe. Écoute, il fait ce qu'il veut là en République tchèque. Ouais. Il y a même du monde qui disait dernièrement qu'il voulait se présenter là, en politique. Ouais, parce qu'il est tellement connu que c'était un gars qui va peut-être se présenter en politique en République tchèque. C'est assez impressionnant. Il parlait-tu souvent du fameux, tu sais, la fameuse finale de 99 avec le fameux foot in the crease de Brett Hull qui a été le but gagnant de la coupe qui... Tu sais, là, il était vraiment dans son prime. Les Sabres avaient pas été si proches depuis je sais pas combien de temps. Il en parlait-tu souvent de ça ou ça l'avait, tu sais, cette espèce de but-là un peu controversé puis la règle de l'époque, tout ça? On n'en parlait pas souvent. Écoute, j'étais là avec l'équipe en 99 parce que nous autres, nos séries avec les Americans de Rochester avaient fini. Alors, on était venus à Buffalo, 4-5 gars. On était les Black Aces, les gars qui sont là à la fin, juste pour rester en forme. Puis, tu sais, on s'en parlait pas. C'est sûr que tout le monde le sait que le but n'aurait pas dû être bon. Mais notre seule chance de gagner, c'était Dominique Hasek. Écoute, notre première ligne, là, c'était Michael Peca, Dixon Ward, puis Vaclav Varada. Écoute, c'est pas des... Michael Peca, oui, c'est un bon joueur de hockey, là, un très bon joueur de hockey, mais les autres, là, c'était pas des superstars, là. Ouais. La seule superstar qu'on avait, c'était Dominique Hasek dans le filet. C'était notre seule manière de remporter le match. Et écoute, c'est sûr que c'est pas le genre de but que tu veux perdre la Coupe Stanley contre, mais des choses qui arrivent, t'en parles pas puis tu move on. Ouais. Moi, ce que j'aimais d'Hasek, c'est que les gens pouvaient dire son style, c'est comme il y a beaucoup de hasard, mais tu peux pas faire ça pendant 20 ans. Je pense on dirait que, dis-moi si je me trompe là, mais j'ai l'impression que son plus grand talent, Dominique, évidemment, il est extrêmement athlétique, mais il faisait tout le temps croire aux joueurs qu'il l'avait battu. C'était le meilleur comédien. Il dit, regarde, je te donne ça. Puis là, le gars fait, bon, il est de l'autre bord. J'aswing à ras la glace, mais tu peux pas le battre à ras la glace. Puis il se revirait, il étendait son bras. Puis là, tu te disais, viens-tu de l'arrêter, lui, là? Yep. Il y a même une fois, il a fait un arrêt contre les Penguins de Pittsburgh en 94 ou 95 avec les Sabres de Buffalo. Il a fait un arrêt contre les Penguins de Pittsburgh et Mario Lemieux et l'arbitre dans le temps sont venus et ils ont ouvert la mitaine de Dominique Hasek pour être sûr que la rondelle était dans son gant. Écoute, il était couché, Mario a essayé de la lever et Dominique Hasek a sorti la mitaine et là, l'arbitre puis Mario se sont regardés et se sont approchés ensemble et l'arbitre a pris la mitaine de Dominique Hasek, l'a ouvert pour être sûr que la rondelle était dans le gant. Écoute, et quand tu fais un arrêt comme ça sur une star comme Mario Lemieux, là, t'es quelque chose de spécial. Il l'appelait la pieuvre à cause de son style dans le crease. Puis une affaire qui m'a toujours fait rire de lui, qui était une affaire que c'est drôle parce que Dominique Hasek, il faisait l'inverse de ce que les goalers se font enseigner dans les écoles. Mais une affaire qu'il faisait, là, puis ceux qui l'ont vu vont s'en rappeler, dès que la rondelle était lousse, au lieu de mettre sa mythe ou peu importe, il lançait son bâton, puis il prenait la mythe avec sa main du côté bloqueur. Ouais, il prenait la rondelle, là, puis ça, là, écoute, moi, je me souviens être un kid puis voir ça. Puis là, je l'ai essayé une fois dans une pratique, la rondelle dans l'entour de moi. Je drop mon bâton, j'essaie de la ramasser avec ma main. Puis là, tout d'un coup, je mange 3-4 coups de bâton, c'est vrai. Je te dis, ça fait pas du bien, là. Ouais. Il faut vraiment que tu sois rapide pour pouvoir le faire puis au bon moment. Son sens de l'anticipation et, écoute, Hasek, là, quand il était jeune en Tchécoslovaquie dans le temps, il jouait au soccer, il était un gardien de but au soccer. Ouais. Alors, il se servait de ses mains beaucoup. Alors, lorsqu'il a fait une transformation au hockey, ses mains étaient vraiment actives. Beaucoup de gardiens de but européens ne se servent pas de leurs mains parce que ils ne jouent pas au baseball. Et le gant pour attraper le mythe, ils sont pas capables d'attraper des rondelles parce que ils ont jamais joué au baseball. Mais lui, Hasek, c'était
il était capable d'attraper une rondelle, mais il était actif avec ses mains parce qu'il était gardien de but au soccer. Et c'est pour ça il pensait, là, comme un gardien de but de soccer, des fois, à se garocher à la face, à se planter, à se garocher dans sa glace parce que c'était un gardien de but de soccer. Puis quand il sortait de ses filets aussi, c'était tout le temps, ça donnait tout le temps lieu à un sketch. Il se ramassait dans le coin avec perdre un bâton en train de frapper. C'est une aventure à tous les fois. Quand il a pogné Marianne Gaborik, il l'a fait flipper 3-4 fois dans les airs. Ça, il était avec les Red Wings de Détroit dans le temps, et Gaborik était avec Minnesota. Ouais. Mais il l'a fait flipper 2-3 fois. Puis, tu sais, il y a une fois, Dom, il a essayé de se battre. Écoute, une fois, il a essayé de se battre. Alors, il s'en va, il patine jusqu'à l'autre bout de la glace. Je pense que c'était contre Colorado. Puis, tu sais, il y avait une rivalité assez intense avec Colorado. Je pense qu'il est allé à l'autre bout de la patinoire avec Colorado. Puis là, s'il est arrivé à l'autre bout de la patinoire, il a trébuché, il a tombé, puis il s'est ramassé sur le dos. Puis il s'est pas battu. Tu sais, c'est les aventures de Dominique Hasek. Ben, parlant de bataille, qui dit ton passage à Buffalo dit inévitablement la célèbre, parce que ça arrive pas souvent des batailles de goalers, fait que quand ça arrive, ça fait les highlights pour l'éternité. Ton fameux combat avec Rest in Peace, Feu Ray Emery. Écoute, faut que tu me parles parlant d'aventure, de cette fameuse épopée de la bataille. Comment ça s'est ramassé à... Il faut que je commence les games avant. Alors, on avait une très bonne équipe en 2005-2006, 2006-2007. Là, c'est la première saison 2005-2006. On a perdu contre la Caroline en finale de conférence. On aurait dû les battre. On avait des blessures à la défense et tout. Je sais pas si t'en as parlé avec Daniel Brière, mais en tout cas. Daniel, il nous a dit que vous avez perdu 4 défenseurs sur 6. Puis quand c'était 4 de nos meilleurs 5 défenseurs. Là. Puis le 6e, c'était Brian Campbell qui était une recrue. Là. Alors, on a perdu 4 bons. Il m'a dit, Daniel, quelque chose, écoute, j'ai ri, là, je croyais pas. Il m'a dit, la prochaine étape, Jason Pominville s'en allait en défense. J'ai dit, là, ça n'a pas rapport. Il y avait plus de défenseurs. Écoute, on a joué avec Doug Janik, Nathan Page, puis Jeff Gilson. C'est 3 gars de Ligue américaine. Écoute, puis on menait 2-1 après 2 périodes, là, en 7e match en Caroline, là. On était passé à 2 pouces, là, des battes. Quand je demande à Daniel s'il pense souvent à sa défaite de la Coupe Stanley 2010, il me dit, pour vrai, je pense plus à celle de Buffalo 2006. Ça te donne une idée parce qu'il dit, je pense qu'on était la meilleure équipe des 4. Ah, mais c'est sûr, Edmonton, écoute, on les aurait battus dans notre sommeil, malgré que ça joue sa glace, là, mais, fait que là, bref. Écoute, on a eu des blessures cette année-là, 2005-2006. 2006-2007, on a encore une meilleure équipe. Écoute, cette année-là, ils ont gagné le trophée du président, la meilleure équipe de la Ligue nationale. Tout va bien. Et là, on commence à perdre des joueurs. On a perdu Paul Gostad. Il s'est déchiré le tendon d'Achille. Il s'est coupé lui-même le talon sur la patinoire en essayant d'éviter une mise en échec. Et il s'est coupé le tendon d'Achille lui-même. On commençait à perdre des joueurs là, à tous les games. Alors là, tu commences les souvenirs de l'année d'avant ou lorsqu'on a perdu 4 défenseurs. Là, tu commences à être frustré un peu parce que, écoute, les blessures commencent à s'empiler. Puis là, tu dis encore une fois, on perd des gars. Et là, on joue contre Ottawa. Puis Ottawa-Buffalo a toujours une rivalité qui a commencé dans les années 90. Michael Pekka, Alexei Yashin, le but de Derek Plante contre Ron Tognott en 7e match, prolongation et tout. Il y a une bonne rivalité Ottawa-Buffalo. Et on joue à la maison en 2e période. Moi, je suis à l'autre bord, à l'autre bout de la glace, à 200 pieds de ça. Je vois tout ce qui se passe. Chris Drury vient pour faire un lancer au but. Il manque le filet. Et là, je suis capable de compter 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Paf! Il se fait frapper par Chris Neal, un coup à l'aile, le coude à la tête. Et là, Chris Drury, qui est un de nos co-capitaines avec Daniel Brière, est étendu sur la glace, là, puis il bouge pas. Alors là, encore plus de frustration parce que là, tu dis, hey, c'est notre capitaine, un de nos capitaines. Chris, c'est un méchant bon gars et il vient de se faire donner un coup salaud par Chris Neal. Et là, tu le vois, là, l'intensité et la haine qui s'amorce là dans notre équipe, dans le building. Alors là, Chris Drury sort de la patinoire et Lindy Ruff et Brian Murray, un autre qu'on a perdu dans les dernières années, s'engueulent sur le banc. Et vu qu'on est l'équipe domicile, on a le dernier changement. Alors, Ottawa met sur la glace
Jason Spezza, Danny Aitley et Mike Comrie, une ligne assez là efficace à l'offense, mais pas trop de poids. Et Lindy Ruff réplique avec Adam Mayer, Andrew Peters, puis Patrick Kaleta. Kaleta, c'était son premier match avec les Sabres de Buffalo. Puis Kaleta, c'est un gars de Buffalo. Puis après ça, tu sais, la carrière de Patrick Kaleta, c'est un gars là qui donnait des coups salauds. Puis moi, je l'aime bien, là, c'est un de mes chums, là, mais c'était pas un sage sur la patinoire. Mm-hmm. Alors, je le sais, à ce moment-là, ça va brasser. Moi, là, j'étais à l'autre bout de la glace, là. Puis j'ai déjà commencé à desserrer ma mitaine parce que j'aimais ça avoir la mitaine assez serrée. J'ai déjà commencé à lousser là, tout mon équipement parce que je sais que ça va brasser. La mise en jeu se donne. Andrew Peters puis Danny Aitley se poussent et tout. Et là, ça commence à se battre. Moi, je suis déjà parti. Et là, je me ramasse au centre de la glace. Puis, t'as Ray Emery en avant de moi. Écoute, Ray Emery, là, dans le temps, là, il devait peser 225-230 livres. J'en pesais 170. Écoute, c'est un gars qui se battait, les gants d'or puis tout. C'est un boxeur. Moi, la seule fois que j'ai boxé, c'était Mike Tyson Punch-Out, tu sais, au Nintendo, là, tu sais, fait que je suis pas un boxeur, tu sais. Ouais. Mais quand j'étais plus jeune, je me souvenais toujours d'avoir vu un plus petit Félix Potvin donner une volée à Ron Hextall, le grand tough Ron Hextall. Oui. Alors moi, je me suis toujours dit, ça va être moi, ça. Félix Potvin, une fois dans ma carrière, je vais sacrer une volée à quelqu'un, je vais être chanceux, puis ça va être ma seule bataille. Et là, tu te ramasses contre Ray Emery et je me dis, c'est la meilleure opportunité de surprendre le monde. Là, c'est Buster Douglas contre Mike Tyson et il passe le KO. Là, tu sais, c'est ça qui va arriver. Alors, Ray Emery sort son masque, il enlève son masque, il a le gros sourire dans le visage en voulant dire, écoute, c'est tellement facile, là, je vais battre ce kid-là là, assez facile. Puis moi, ben j'ai un peu une peur, mais je suis excité puis je suis content parce que c'est ma bataille, je vais la gagner. Et là, on se pogne, puis pif, paf, les coups de poing, ça s'en vient de tout bas, de tout côté. Écoute, j'essaie d'éviter tout ça. Je me suis pas fait frapper dans le visage, je me suis fait frapper dans le derrière de la tête une fois, puis je vais te dire, ça a fait mal. Je suis chanceux, je l'ai pas mangé une sur le nez parce que ça aurait fait mal aussi. Et là, on tombe sur la glace, et là, il est au-dessus de moi, il était correct avec moi, là, il aurait pu me donner 2-3 bons coups de poing, il m'a pas donné rien. Il me regarde, puis il dit, on se relève, puis on y retourne. Je dis, parfait, round 2. Écoute, on arrive pour se relever, et là, Andrew Peters, qui était notre gars tough, s'en vient tranquillement vers nous autres en voulant dire c'est quoi qui se passe ici avec les goalers. Et Ray Emery regarde Andrew Peters, il me regarde, il dit j'ai fini avec toi, Biron, je m'en vais battre le tough là-bas. Et là, il s'est battu avec Andrew Peters. Fait que là moi, je suis resté là. C'est comme si c'était à la fin de la soirée au bar. Là, il est 2h40, 2h45. Tu danses avec une fille, puis tout. Puis là, il y en a un autre gars qui vient, puis il vient t'avoler. C'était quasiment ça. Là. Je suis resté tout seul sur le plancher de danse. Puis j'avais pas rien à faire. Puis j'ai pas eu ma shot là d'être un Félix Potvin contre un Hextall. Ce qui est peut-être la meilleure chose pour ta santé qui est arrivée. Ouais, santé physique et santé mentale probablement. Mais ce qui est aussi été spécial, c'est que c'était mon dernier match à Buffalo. La semaine d'après, j'ai été échangé aux Flyers de Philadelphie. C'était ma dernière fois sur la patinoire ici à Buffalo en tant que Sabre. Alors, c'était vraiment là quelque chose de spécial. Les partisans ici, là, ils me posent la question tout le temps sur ce match-là. Puis l'autre chose qui était spéciale aussi, c'est parce que cette année-là, mon frère Mathieu, qui a joué, il était 3 ans plus jeune que moi, et a joué dans la Ligue nationale aussi, c'est un défenseur. Il jouait à Hamilton avec les Bulldogs. Autrement dit, il était dans l'organisation du Canadien, il jouait à Hamilton. Il était venu au match. C'était un soir où c'est qu'eux autres, il n'y avait pas rien à faire. Il était venu au match. Et après la partie, on se rencontre en bas, la famille, les amis, et là, mon frère Matt, il dit, voyons, il dit, t'es bien niaiseux. Ben, je le sais, il est tough. Il dit, ben non. Il dit, tu t'es battu comme gaucher. Pourquoi tu t'es battu comme gaucher? Je dis, comment ça, je me battu comme gaucher? Il dit, quand tu te bats, il dit, ta main gauche, elle doit prendre sa main droite,
et essayer là, de la barrer pour que ta main droite donne des coups de poing. Alors, lorsque tu t'es présenté devant Ray Emery, t'as pris ta main droite pour essayer de prendre son gilet, mais lui, sa main droite, là, il y avait pas rien pour l'arrêter. Et là, il a commencé à te donner des coups de poing. Il dit, tu t'es battu comme gaucher. Il dit, t'es ben niaiseux. Je dis, je me suis jamais battu. J'avais aucune idée de ce que je faisais. Jamais pensé à ça. Ton frère Mathieu, qui certains peut-être ont vu, mais il a joué dans la nationale, c'est un choix de première ronde des Kings quand même. Oui. Qui a eu. Il a été échangé aux Islanders dans une grosse échange. C'est l'échange de Zygmunt Palffy. Oui. Ziggy Palffy est parti des Islanders aux Kings et mon frère est parti des Kings aux Islanders avec ça. Ah oui, j'ai tout revu ça, j'ai revécu ça en relisant là, en checkant ton Écoute, début, il a joué dans la Ligue nationale à 19 ans. C'est assez impressionnant. Ouais. Écoute, il avait 19 ans dans la Ligue nationale, là. C'est quelque chose ton frère ton frère a joué au moins 200 matchs NHL, là, si je me trompe pas. Oui, il a joué quasiment 300. Il a joué avec les Islanders, avec le Lightning de Tampa Bay et avec les Panthers de la Floride. Après ça, il s'est promené dans la Ligue américaine et il est allé jouer en Europe. Mais quand même, là, c'est assez impressionnant là, son cheminement là, à la Ligue nationale. Tu t'es ramassé après à Philly où Danny B est venu te rejoindre pas longtemps après, puis apparemment que vous vouliez être co-chambreur, mais l'équipe voulait pas. Ouais, on voulait être co-chambreur parce que on était co-chambreur pendant une demi-saison à Buffalo. Nous autres, là, moi, Daniel et Jean-Pierre Dumont, on se tenait toujours ensemble. JP puis moi, on était co-chambreurs pendant quelques années. Ouais, et lorsque JP est parti vers Nashville, ben je me suis trouvé tout seul. Puis là, ben les Sabres avaient mis Daniel avec moi, puis on s'entendait super bien. D'ailleurs, apparemment que JP Dumont t'appelait constamment le meilleur backup au monde. Comment il dit ça? Ouais, c'est ça qu'il dit, best backup in the world, hein. Il dit, écoute, là, pas juste ça, j'étais le meilleur co-chambreur. Écoute, le soir, je commandais la crème glacée, le dessert et tout. Écoute, je m'occupais de mes colocs. Puis écoute, moi puis Dan, on était co-chambreurs. Et là, on se retrouve à Philadelphie. À Philadelphie, eux autres, il y avait comme une police un peu, là, de mettre les gardiens de but tout seuls, dans leur chambre. À cette heure, dans la Ligue nationale, les joueurs ont toutes leurs chambres à eux autres, au moins que tu sois là, une recrue. Mais dans le temps, tu avais toujours un coloc, un co-chambreur, mais les gardiens de but, souvent, avaient leur chambre à eux. Et là, on est arrivé à Philadelphie, puis Dan est venu me rejoindre quelques mois plus tard. Et là, on est allé voir le directeur général, Paul Holmgren, puis on a dit, garde, moi, j'ai pas de co-chambreur, Dan est nouveau, on était ensemble à Buffalo, mets-nous ensemble, puis tout va être correct. Et là, Paul Holmgren a regardé ça, et dit... Il dit, mes gardiens de but sont tout seuls. Fait que, Dan, tu vas avoir ta chambre à toi tout seul aussi. Fait que là, Dan, moi puis Dan, on était contents. Sur la route, on avait des chambres communicantes des fois, tu sais, avec la porte entre les deux. Écoute, on avait une suite à nous deux, tu sais, c'était le fun au bout. Mais je vais te dire, là, comme anecdote, là, tu sais, t'es sur la route, t'es dans les hôtels. J'ai jamais vécu une situation aussi drôle et aussi le fun qu'un soir en Floride avec les Sabres de Buffalo. Jean-Pierre Dumont, c'était mon coloc, mon co-chambreur. On était à Fort Lauderdale, au Marriott Harbor Beach. On a perdu contre les Panthers et là, Lindy Ruff était pas content. Puis on restait à Floride ce soir-là. On retournait là, quelque part sur la route le lendemain. Il dit, je veux un curfew à soir à 1h, tout le monde à l'hôtel. Fait que moi, j'avais pas joué ce soir-là. Alors, moi, puis Adam Mayer, puis Andrew Peters, je me souviens, on s'en va d'un bar, on prend une coupe de bière, il est 1h, on en prend un autre, il est 1h30, on en prend un autre, on rentre à 2h, 2h30. Écoute, pas plus dur que ça, on n'est pas rentré à 5h du matin, là, fait que c'était pas si pire que ça. Mais quand je suis revenu à l'hôtel, je sors de l'ascenseur, je regarde, là, dans le fond du corridor où ma chambre était, et je me rends compte qu'il y a 4-5 gars qui sont en train de faire quelque chose dans le corridor. Puis je me dis, qu'est-ce qu'ils font là? C'était Daniel Brière, Chris Drury, Jason Pominville, Jean-Pierre Dumont, puis cette gang-là. Quand ils sont rentrés à 1h, ils ont ri, ils ont dit, on va aller voir Martin dans la chambre, c'est sûr qu'il est rentré au curfew, on va aller le réveiller. Quand ils sont rentrés dans ma chambre, j'étais pas là. Ils ont dit, le tabarouette, il saute le couvre-feu. On va y faire une surprise. Alors, ils ont sorti, là, mon lit, ma table de nuit, la lampe, tout ça, là, ils l'ont sorti dans le corridor. Ils ont fait mon lit dans le corridor de l'hôtel. Fait que moi, quand je suis arrivé à 2h30, ils m'attendaient. Puis
sont dehors de ma chambre, puis sont là, puis je te dis, là, le lit est fait, les draps, tout, là, les oreillers, tout est parfait dans le corridor de l'hôtel. Alors, moi, je suis parti sur un sprint. Je me souviens plus qui j'ai plaqué, là. J'ai assommé quelqu'un. On a tombé sur le lit. Ça a commencé à se battre. Écoute, j'avais pris une coupe de bière, fait que j'avais du fun, mettons, là. Puis les gars, écoute, on a tellement ri, là, on a tellement eu de fun. La sécurité est venue 2-3 fois nous avertir, mais c'était une des jokes là les plus fun que j'ai eu contre moi et que j'ai vu. C'est Dan puis JP qui ont mis mon lit dans le corridor. Ah ouais, vous étiez les 3 mousquetaires ensemble, les 3 Keb à Buffalo. Ouais, on jouait aux cartes tout le temps. Ben oui. Est-ce que Lindy Ruff est sorti dans le corridor? Vous fait pogner? Non, on s'est pas fait pogner. Malgré. Puis là, après ça, écoute, ça a duré jusqu'aux petites heures du matin parce que ça m'a pris du temps à remettre le lit dans la chambre. Je sais pas. Puis là, je me suis rendu compte qu'on avait une porte patio, puis la porte patio rouvrait, puis là, c'était le toit de l'édifice à côté. Alors, je me suis promené sur le toit, puis là, j'allais dans toutes les portes patio, puis je cognais dans les portes patio des gars. Puis là, j'essayais de trouver la chambre à Palmer, puis la chambre à tel autre, puis écoute, je cognais dans les portes patio de tout le monde. Il était 4 heures du matin. Écoute, c'était pas le fun là, si t'étais en vacances, si t'essayais de relaxer, puis t'essayais de dormir là. Mais on avait bien du fun. Écoute, on était les 3 mousquetaires, on jouait aux cartes ensemble. On avait vraiment du plaisir ensemble. Alors, lorsque JP est parti à Nashville et moi je me suis fait échanger à Philadelphie, quand Dan est arrivé à Philadelphie, là, on était moi, Dan, puis à ce moment-là, Simon Gagné aussi. Oui. Alors, on s'est retrouvé une autre gang de Québécois, puis on a eu du fun aussi. Ouais, sachant qu'il était un feu roulant d'anecdotes, puis je vois le temps qui passe, que je veux qu'on aille chercher chaque jus, chaque goutte du citron. Je sais que tu as quand même eu la chance de jouer à New York, dans la Big Apple, avec nul autre que ce bon vieux Torts aux commandes. Et Torts, évidemment, c'est le personnage des personnages. Mais je sais que tu as une anecdote, t'en as en fait probablement plus qu'une qui va te venir en tête, mais par rapport au fait que lui, il était très sévère sur les retards dans les meetings. Ouais, et je sais que tu as une anecdote impliquant Brian Boyle. Donc, il fallait que la ponctualité, c'était très important pour John Tortorella. Moi, j'ai adoré Torts. Écoute, j'ai adoré son style. Il t'engueulait, mais il t'aimait en t'engueulant, puis il t'aimait, mais il t'aimait en t'engueulant. Tu sais, c'était vraiment là, les deux. Là. C'était un positif, un négatif. Ça revenait au positif. J'ai vraiment aimé ça. Mais ces meetings, écoute, s'il y avait un meeting à 10 heures le matin avant la pratique, le meeting commençait à 9h50, puis à 9h45, il fallait que tu sois dans le meeting. Écoute, c'était pas à 10 heures, là, c'était, si t'es 5 minutes en avance, t'es 10 minutes en retard. Écoute, c'était vraiment là comme ça que ça marchait avec toi. Mais nous, les gardiens de but, à cause qu'on travaillait avec Benoît Allaire, souvent, on n'avait pas besoin d'aller dans les meetings parce qu'on était sur la patinoire une demi-heure en avance. Alors ça, c'est un matin dans les séries, c'est quoi? C'est 2012, les séries 2012, parce qu'on s'est rendu jusqu'en finale de conférence cette année-là. Et là, on se présente un matin et c'est marqué sur le tableau 10 heures meeting, gardien de but sur la glace à 10h15. Fait que moi puis Lundqvist, on dit on va pas dans le meeting, faut s'habiller pour aller. Fait que on commence à se préparer, on s'habille. Et là, entre-temps, notre capitaine, qui était Ryan Callahan, il voit que tous les joueurs sont là. Il est 9h du matin et tous les joueurs sont là. Fait qu'il va voir Tortorella et il dit à Torts, il dit, est-ce qu'on peut avancer le meeting peut-être à 9h30 parce que c'est une pratique optionnelle. Les gars veulent s'en aller chez eux. Et là, Torts, il dit, OK, meeting à 9h40, mettons. Fait que là, c'est correct. Mais Brian Boyle, lui, il a vu meeting à 10h. Fait que Brian Boyle, il va prendre sa douche, il s'assit aux toilettes, puis il lit son journal, puis tu sais, il prend son temps le matin, tu sais, comme tu fais. Tu t'assis, tu relis son journal, il est sur le bol. Il attend. Là, finalement, il sort du bol, il s'en vient dans la chambre. Il est 9h35 à peu près. Fait que là, il se dit, j'ai encore 10 minutes avant de me rendre pour le meeting à 10h, tu sais, je suis là à 9h45. Fait que là, il s'assit. Fait que là, moi puis Lundqvist, on regarde Brian Boyle, puis on dit, Boiler, meeting? Fait que là, Boiler, il dit 10h meeting, je vais être là à 9h45. Non, le meeting est échangé à 9h40. Il regarde, il est 9h36.
il se dit, puis Boyle, là, c'est un gars de 6 pieds 5, 235 livres, là, c'est un gros bonhomme, là. Un adulte. Puis là, là, c'est un adulte, tu sais. Puis il a peur du 5 pieds 9 John Tortorella, tu sais. Là, il dit, ben, qu'est-ce que je fais? Là, il courait de gauche à droite dans la chambre. Là, est-ce que je vais dans le meeting? Est-ce que je reste ici? Est-ce que je vais dans le meeting? Est-ce que je reste ici? Il se posait la question. Pendant 2 minutes, là, il était là en sueur. Là, il dit, fuck it, j'y vais. OK? Fait que là, il part. Fait que là, moi puis Lundqvist, on se dit, on va le suivre pour voir qu'est-ce qui va se passer. On veut voir ça, ben oui. Fait qu'on le suit, on veut voir ça. Écoute, qu'est-ce qui va se passer? Fait que là, mon Boyle, il rentre dans le meeting, puis Tortorella, il disait toujours, si t'es en retard, ne te présente même pas. OK? Viens pas, là, changer le meeting, là, puis rien, là. Présente-toi pas. Fait que Brian Boyle rouvre la porte du meeting ou la vidéo, la séance, la classe de film puis tout. Et avant même que John Tortorella pût dire quelque chose, Brian Boyle le regarde puis il dit en anglais, I was taking a shit. I was on the shitter. Puis tu sais, j'étais en train de prendre une crotte puis écoute, ça a pris plus longtemps. J'étais sur les toilettes puis c'était vraiment là. Puis Tortorella, il était vraiment comme, qu'est-ce qui se passe ici? Il regarde Boiler, il dit, OK, sit down, assis-toi. Fait que là, Boyle, il a vraiment, là, trouvé, il a réglé le mystère John Tortorella. Si t'es capable de lui couper la parole et de dire quelque chose avant qu'il dise quelque chose, t'es correct. Surtout, écoute, c'était tellement drôle, là. Surtout, c'est ce que tu dis, c'est, j'étais en train de chier, j'étais en train de chier! J'étais sur la bolle, j'étais en train de chier! Je ne savais pas que le meeting était changé! Il était en sueur, là. C'est comme s'il avait venait de finir un marathon. Tu sais, de voir un adulte de 6 pieds 4, 250 livres danser de nervosité en dehors d'un meeting, tu sais, c'est quand même assez incroyable. Ah non, puis les gars, là, ça a tellement ri, là, quand Boiler est rentré. Écoute, puis je te dis là, même là, tous ceux qui étaient là présentement ont jamais vu ça là. Quelqu'un avoir peur pour sa vie, comme Boyle l'a eu peur pour sa vie ce matin-là. Écoute, si Tortorella serait levé là, puis il aurait décidé de lutter là contre Boyle là, il aurait sacré une volée. C'était comme ça que Torts haïssait les gens en retard. Ouais, wow. T'as été aussi, je défile, je vois le temps qui nous reste. T'as été aussi brièvement avec les Islanders et oui. T'as même, en fait, non seulement t'étais là, mais t'as été là l'année recrue de John Tavares. Oui. Parle-moi de rookie John Tavares qui arrive à 18 ans à Long Island. On l'a saoulé comme il faut au dîner des recrues. Écoute, il a même pas arrivé à la soupe, puis on l'a mis dans un taxi, puis on l'a retourné à l'hôtel. C'est John Tavares, c'est un gars qui s'était hockey. Tu sais, c'est comme Sidney Crosby, c'est comme Connor McDavid. Ça a juste fait du hockey dans sa vie. Ouais. Là, il arrive au dîner des recrues, au souper des recrues. Et là, il commence ça, les shots de whisky, les shots de tout, puis tout. Il en a pris. Écoute, il était même pas là. Mettons qu'à 7 heures, c'était le souper. 7h15, on l'a mis dans un taxi puis on l'a retourné à l'hôtel. Là. Il était tellement fini, là, c'était même pas drôle. Tu sais, c'était un gars, Tavares, qui était vraiment un gars simple, un gars qui était calme et tout. Les Islanders de New York ont un gros partisan. Ce partisan-là, c'est Kevin... le gars qui est dans l'entourage. Le gars d'entourage. Ouais, il est dans l'entourage. Ouais. Fait que mais lui, il est à l'entour de l'équipe souvent. Puis, je te dis, lui, il appelait Tavares des fois, puis il dit, hey, il dit, on a un gros party red carpet à Manhattan, j'aimerais ça que tu viennes. Tavares, il était, on a une game dans 3 jours, faut que je relaxe à la maison, tu sais. Matt Molson, son co-chambreur, était là. Voyons, JT, ah ouais, on y va. On va à Manhattan, on va aller au red carpet. Tavares, non, j'aime mieux rester à la maison, faut que je mange mon saumon à soir, tu sais. C'était comme ça, tu sais. Ça, c'est John Tavares, là, c'est vraiment là, un geek de hockey, là. Puis lui, là, c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là. Aucune raison là, de dévier de ça. Alors, c'était vraiment spécial. Mais Bruno, quand il était venu, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, mais il a raconté le fameux prank du Rookies Night où vous aviez fait un prank impliquant même un policier qui a joué le jeu avec vous. Tu te souviens de ça? Je me souviens un peu de ça, malgré que moi tout, je n'avais pris une coupe de shot avant, fait que je me souviens pas ben des détails, là, mais
on avait une maudite de bonne équipe avec les Islanders. On était pourris, mais on avait une bonne gang de gars. C'est comment jouer, parce que t'as juste joué un an là, mais c'est comment être dans une saison où vous êtes une bonne gang de gars, mais vous le savez que vous ferez pas les séries, vous le savez. C'est quoi le feeling, tu sais, de ça? Ben, c'était bizarre parce que pour moi, j'avais passé des sables aux Flyers et là, je me retrouve avec les Islanders. C'est une organisation pourrite, là. Dans le temps, là, c'était pourri. Écoute, alors, j'étais là, voyons, qu'est-ce que je fais ici? Mm-hmm. Les gars, ils ont du fun ensemble. C'est tous des jeunes. Ils restaient tous dans les mêmes appartements, un à côté de l'autre. Écoute, je me souviens un soir, il y a une tempête de neige. Je suis pas capable de sortir mon char de l'aréna. Parce que j'ai des pneus d'été puis je suis même pas capable de monter à la côte. Fait que j'ai embarqué avec Bruno. Il m'a amené chez eux, j'ai passé la nuit là. On a pris une brosse avec les gars parce que c'était une tempête de neige, on avait journée de congé le lendemain. Puis c'était vraiment le fun. Mais à toi, il faut qu'on se présentait à l'aréna, c'était plate. Ouais. C'est comme à l'aréna, c'est plate, mais une fois qu'on est parti de l'aréna, c'est le fun. Ça devrait être l'inverse. Ouais. Tu sais, fait que mais ces gars-là, ils savaient pas. C'était leur première organisation. Tu sais, des Tavares, des Bailey, des Oposo, des Gervais. C'était leur première organisation. Et alors, pour eux autres, c'était comme si c'était normal. Là, tu sais, il y avait du fun. Parlant de personnages, je viens de me rappeler qu'à New York, tu as croisé le très coloré Sean Avery. Oui, je l'ai croisé pendant une saison, vraiment. Sean, c'était un bon gars. Ça dépendait des jours. Là. Une journée, il était marabout, l'autre jour, il était content. Une journée, il était... comment les gars géraient? Il l'aimait-tu? Il était-tu comme moi? Il était un peu trop demandant? C'était un petit peu trop drama Non, queen? les gars l'aimaient. Écoute, je me souviens une fois dans l'avion, il se présente à l'avion, puis il y a vraiment, là, il y a des pantalons le coton ouaté. Écoute, quand tu étais dans l'avion, il fallait que tu sois en habit. Il y avait des cotons ouatés. Écoute, mais fait que les gars, ils ont dit, Sean, on tenait à l'amende. 500 piastres. Des pantalons coton ouaté. Fait que là, Sean, il dit, non, c'est des pantalons. Écoute, Giorgio Armani, c'est en cachemire. Fait que là, les gars, non, ça a l'air de des pantalons coton ouaté. Fait que là, il dit, il faut que quelqu'un me défende, là, dans le tribunal, là, on appelait ça un tribunal à la justice. Ouais. Là. Alors, c'est moi qui étais son avocat pour essayer de le défendre, mais je voulais pas le défendre. Moi, je voulais juste qu'il paye son 500 $. Alors, j'ai fait la job la plus pourrite dans tous les avocats aux tribunaux parce que je voulais qu'il paye son argent. Alors, c'était vraiment, là, Sean Avery, c'était un gars bizarre. C'était un gars quand même le fun quand il était heureux. Mais une fois qu'il était pas heureux, là, c'était pas facile. Il y a beaucoup de trucs dans ta carrière, tu sais, les gens, ils pensent à toi, ils oublient où ça fait. Mais tu sais, t'as gagné quand même les World Juniors, t'as joué dans la nationale, Caroline, une carrière au grand complet, mais beaucoup d'affaires, une chose particulièrement que les gens font, je pense pas qu'ils savent, là, juste de même, t'as une médaille d'or du championnat du monde de 2003. Puis d'ailleurs, Danny B était là d'ailleurs cette fois-là. Et pourquoi je m'en souviens en plus de cette affaire-là? C'est que c'est le but gagnant le plus anticlimatique, je sais pas si ça se dit en français, mais anti-climax de l'histoire des buts gagnants. Anson Carter, qui a fait un wrap-around contre la Suède, il a scoré, il a levé les bras, mais là, tout le monde a dit, attends, je suis pas sûr qu'il est rentré. S'en est suivi un appel entre l'arbitre et le juge vidéo qui a duré une éternité. Parce que... Oh, attends, est-ce que je t'entends? J'ai perdu une petite minute parce qu'il fallait que je prenne mon cellulaire parce que j'allais plus avoir de batterie. Ah, y a pas de stress, Écoute, les technologies de ce temps-ci, là, c'est de même, hein. Fait y a aucun stress. Fais-moi ça. J'étais en train de dire que la médaille d'or de 2003 que t'as gagné au championnat du monde. Oui. Et je décrivais le fameux but d'Anson Carter qui était anti-climax, alors que pendant que tu peux pas célébrer, si tu as un but sur un but, l'appel, j'ai rechecké la vidéo, c'est interminable. Là. C'est comme l'affaire que ton adrénaline a le temps de baisser 700 fois. Et finalement, ils ont dit que c'était un but, OK, on peut lancer les gants. Mais c'était vraiment un des buts gagnants de championnat du monde les plus weird, là, tu sais. Écoute, t'en veux des histoires, là, cette année-là, au championnat du monde, là, moi, j'étais sur un voyage de pêche. Écoute, il y avait Sean Burke puis Roberto Luongo comme gardien de but numéro 1, numéro 2, et moi, j'étais le 3e. On est allé à Lettonie avant, pendant 4 jours. Après ça, on est allé en Finlande, puis moi, je jouais pas. Alors, j'avais du fun, là, tous les jours, là. Écoute, j'étais sur le party, tout ça. Puis, avant de partir pour la demi-finale, alors on gagne le quart de finale et encore une fois, moi, Daniel Brière, Shane Doan, puis plusieurs d'autres, on jouait toujours aux cartes.
Et là, on voulait que Sean Orkoff vienne jouer aux cartes avec nous autres, mais les familles étaient arrivées en Finlande. Alors là, Sean Orkoff, lui, sa blonde est avec lui, puis il dit non, je vais aller me coucher, les boys, je m'en vais me coucher. Fait que nous autres, écoute, il est rendu 00:30, 1h du matin, on joue encore aux cartes en bas dans la salle là, à l'hôtel. Là, on dit, on s'en va réveiller Sean Orkoff. Faut aller le chercher. Fait qu'on monte dans sa chambre, puis on cogne à sa chambre, puis il dit, laissez-moi tranquille. Fait que là, je sais pas si c'est Mike Comrie qui a eu l'idée. Il y avait une bonbonne là, d'incendie, là, tu sais, rouge, là, et à côté de la chambre à Sean Orkoff. Puis, je sais pas comment que on a pensé à ça, mais on a dévissé le petit trou là aussi que tu regardes là, tu sais, dans les portes d'hôtel là pour voir là, c'est qui est à ta porte. On est capable de le dévisser. Alors, on a mis le tuyau de la bonbonne, puis on a pesé sur le piton, puis ça l'a shooté là, du stuff blanc partout dans la chambre à Sean Orkoff. Écoute, il est sorti là, il était plus capable de respirer. Et là, nous autres, on est tellement niaiseux qu'on trouvait ça drôle, hein? Mais ça l'a tout là, magané là, son linge, ça a collé à son linge, ça a collé au linge de sa blonde. Il était en beau fusil. On se serait fait mettre dehors de l'hôtel, mais on partait le lendemain matin. Alors, on est parti pour Helsinki, et là, on gagne la médaille d'or, et on est dans la chambre des joueurs en célébrant après la victoire. Ouais. On est avec la famille et tout. Et Sean Orkoff vient me voir et il dit, Martin, est où la bonbonne, là, l'incendie, là, il était à côté de ta place. Je dis, je l'ai mis en dessous de mon banc. Il prend la bonbonne rouge, puis il tape sur l'épaule à Mike Comrie. Mike Comrie se revire, puis il fait un directement, là, dans le visage et tout. Mais encore une fois, c'est de la poudre blanche qui est partout dans la chambre. Écoute, on est une vingtaine de joueurs, les entraîneurs, la famille, et là, plus personne n'est capable de respirer. Les gars sont dans la douche, puis ils se mettent de l'eau dans la face, ils essayent d'être capables de survivre. T'sais. Les gars, ça se faufilait, là. C'est pour ça que la majorité de nos photos en célébration lors du championnat du monde de 2003 sont sur la patinoire. Parce que on n'a pas été capable de célébrer dans la chambre. Parce qu'il a tout fallu sortir puis s'en aller sur la patinoire. Alors là, on a une coupe de bière, des cigares, la famille. On est tous sur la glace pendant une coupe d'heures après, parce que ça a pris quasiment 2 heures avant que toute la poudre redescende puis que la chambre soit capable là, d'être ouverte là, aux joueurs. Wow. Je pense vraiment... On est pas mal niaiseux sur la route, les gars, je vais te dire, là. On a fait des conneries. Des ados avec des moyens. Pire que des ados souvent. Ouais. Il y a une anecdote que je voulais oublier de te parler. Je m'en souviens parce que je l'ai vu live à la télé, parce que comme certains qui regardent peut-être le sport en anglais, ils t'ont peut-être vu à TSN, comme tu dis, des fois tu conduis jusqu'à de Buffalo à Toronto. Et je vais te laisser le raconter, mais j'ai assisté en direct à la télé à la fois où t'as failli tuer ta collègue Jennifer Hedger. Peux-tu me conter ça? Ça implique un gun à T-shirt. Ouais, c'est drôle parce que tu sais, tu dis on va faire un podcast puis on va parler d'anecdotes, puis j'ai oublié là tellement d'anecdotes que tu m'en rappelles là. Ouais. Là, je ris en dedans de moi parce que je me dis voyons, j'étais bien niaiseux. Alors, on se retrouve à la date limite des échanges. Écoute, c'était en quoi? C'était en 2015 peut-être, ou 2016 en tout cas. Comme ça. Et James Doty, l'autre de TSN, il sait que ça se peut qu'il y ait des échanges, ça se peut qu'il y en ait pas, prendre tout. Alors il se dit, faut trouver des manières de remplir là, le temps d'antenne pour que le monde soit pas à la maison puis que ce soit plat. Alors cette année-là, il avait dit, on va faire les jeux qui offrent à l'Arena durant les arrêts de jeu. Alors, il y avait eu la course des présidents qui font avec la course des premiers ministres qui font avec les sénateurs d'Ottawa. Il y avait eu le Kiss Cam. Alors, il avait fait le Kiss Cam avec du monde. Il avait fait telle d'affaires. Et là, c'était rendu au temps du T-shirt cannon, du T-shirt gun. Alors, il avait amené du monde pour faire la foule qui disait, je veux un T-shirt. Alors, il commence à tirer des T-shirts dans la foule. Puis c'est le gun, là,
tu sais, ça a une certaine pression et la pression est pas forte. Ça fait des puis des tu sais, les gilets ne vont pas vraiment en raide. Alors, moi, je les tire à main et tout. Et là, James Doty, il dit, Martin, il dit, tu veux-tu en tirer un? Fait que là, moi, je dis, oui, hey, j'ai jamais fait ça avec le T-shirt gun, je suis content. Mais c'est en direct à la TV. Alors là, je vois Jennifer Edger qui faisait les interruptions, là, Sports Desk, Sports Center. Elle dit, j'en veux un. Je dis, Jen, je m'en viens, je te l'envoie. Et là, je pisse sur le piton et le T-shirt, il part, là. Paf! Il la frappe directement dans l'estomac. Écoute, elle l'a attrapé, là. Puis elle est tombée à terre, ses genoux. Elle s'est relevée en disant, je suis correct, ça va pas mal, tu sais. J'ai tellement coupé le souffle. Et là, je regarde James Doty, puis il se met à rire. Lui, là, en me donnant le fusil, il a crimpé la pression. Fallait que tu pèses sur le piton de pression, et là, la pression monte. Et moi, j'en avais aucune idée. Écoute, j'ai été tellement chanceux que j'y visais l'estomac. Imagine si j'ai envoyé ça en pleine face, parce que je pense que ça va faire... Oh, on a-tu perdu Martin une petite seconde? On revient à l'épisode dans un tout petit instant, juste le temps que je passe un tout petit message aux boys. Et là, je m'adresse précisément aux gars qui utilisent encore le même rasoir pour se raser la face et les testicules. Là, les gars, ça suffit à ce niveau-là. OK? C'est inacceptable. Vous êtes des adultes, on passe à autre chose. Et là, il y a des filles qui écoutent en ce moment qui se disent, ah, ben non, c'est pas vrai, les gars font pas ça, ça serait ben trop dégueulasse. Eh bien oui, les filles, je suis désolé, la réalité est triste et dark. Et peut-être que c'est ton chum qui fait ça, donc écoute ce qui s'en vient. Pour éviter ce genre de situation un peu désagréable, Manscaped a créé le Lawnmower 4.0, la Cadillac du rasoir de sacoche de monsieur. Pour éviter ce genre d'affaires-là, il y a des features absolument de luxe. Juste pour te donner un exemple, la technologie SkinSafe, c'est pratiquement impossible de se couper avec ça. Il y a aussi une lumière dessus, presque une lampe frontale de 4000K le LED, l'éclairage. Ça, je m'excuse, mais c'est l'équivalent d'un Super Bowl pour des testicules. J'ai fait des shows où j'étais moins clair que ça et où ça sentait pas mal moins bon que des testicules non lavés. Également, c'est wireless, il n'y a pas de corde. C'est waterproof, tu peux te raser dans la douche. Comme ça, tu fais pas un mess sur le plancher de la salle de bain que quand ta blonde elle rentre, on dirait qu'il y a un rat qui a fait de la chimio. C'est dégueulasse! OK? Pour toutes ces raisons, profitez du 20% de rabais avec le code DST20 au manscaped.com, plus le shipping est gratis, OK? 20% de rabais et shipping gratuit avec le code DST20 au manscaped.com. Manscaped.com, dis-je. Tu sais, 2 pierres d'un coup. Hein? Tu t'occupes de ton petit monsieur down there et puis t'aides à financer le podcast. Je veux dire, c'est un monde idéal, OK? DST20, manscaped.com. On retourne à l'épisode. Oh, on est de retour! De retour! Écoute, je l'ai dit, mon cellulaire, là, ben écoute, c'est ça qui arrive quand t'as 4 enfants, hein, puis ils ont de 16 à 10 ans. Fait que ma fille de 14 ans a eu le dernier iPhone, puis ma fille de 12 ans a eu l'année passée, puis mon gars, ben là, il dit il a besoin d'un nouveau cellulaire. Fait que le mien, c'est un vieux iPhone d'il y a 4 ans, puis la batterie lâche assez vite. Fait que là, écoute, la batterie a lâché. Ah, c'est ça qui est arrivé. Mais t'étais en plein climax où t'avais envoyé un t-shirt à toute vitesse. T'es humoriste, toi, hein? Imagine, là, tu comptes ta joke, là. Puis là, à la fin de ta joke, panne de courant. Écoute, c'est pas trop fort. Tu ris, mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ah oui, vraiment? Ouais, un moment donné, je faisais un show au Lion d'Or avec Jay du Temple, puis il était sur scène, tout a shut down. Le monde a ouvert leur cellulaire dans le noir. Puis il a fait le show comme les Grecs le faisaient dans le temps. Comme, OK, tout le monde, pointez vos flashlights. Puis il commençait à... Il a dit, je continue-tu le show? Puis le monde va continuer. Puis il a fait puis là, finalement, à un moment donné... Un vrai show unplug? C'était vraiment unplugged. C'était MTV Unplugged Comedy. MTV Unplugged, c'est vraiment bon. Ben, en tout cas, ce que je disais, c'est que James Doty a monté la pression, OK, sans me le dire. Ben oui. Puis moi, là, écoute, je suis un nouveau dans la business là de TV pis tout.
Hey, j'ai Bob McKenzie, Pierre Lebrun, j'ai Ray Ferraro, j'en ai une gang, là, que ça fait longtemps qu'ils font ça, c'est des pros. Et moi, j'ai le t-shirt gun, là, puis je dis à Jennifer Alger, je te l'envoie. Puis une chance que je l'ai pas visé d'en face, parce qu'écoute, j'aurais fait mal. Elle aurait tombé, là, une commotion cérébrale, là, c'est sûr, là. C'est sûr et certain. Ouais. Fait que mettons que on a été chanceux, que je l'ai juste pogné dans l'estomac, puis qu'elle a été vraiment correcte avec ça. Mais là, l'année d'après, elle a eu sa revanche. Écoute, ils ont préparé là des sketchs là qu'elle se préparait, elle s'entraînait pour avoir sa revanche. Alors, à la fin du show, James Doty m'amène, il dit on va faire un one-on-one, on va parler des gardiens de but qui ont pas bougé, qui ont pas transigé. Alors, il m'amène sur le côté, il y a une caméra spéciale. Moi, je suis là, hey, c'est vraiment bon. Écoute, je suis à la fin du show, puis j'ai mon one-on-one avec James Doty. Écoute, je suis une vraie star. Ouais, fait que là, James, il dit, Martin, il dit, quelques gardiens de but n'ont pas été transigés. Qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce que tu penses de ça? Fait que je commence à parler, et là, je vois dans l'arrière-plan, le monde commence à bouger et tout. Et là, Jennifer Edger, elle s'en vient, elle a un gun à slime. Tu sais, là, la slime verte et tout, là. Ouais, elle a un gun à slime. Puis elle dit, Marty, j'ai attendu pendant une année complète pour avoir ma revanche et là, je vais l'avoir. T'es tout bien de pas courir, je vais te suivre tout partout. Alors là, j'ai resté là, j'ai dit, prends ta shot. Puis là, elle m'a slamé, là, j'étais couvert de verre, de slime, de tête aux pieds. Écoute, c'était tout un setup, deux autres, là. Mais c'était vraiment drôle qu'elle ait eu sa revanche. Fait que pendant 12 mois, là, ça s'est joué là-dessus. Tu sentais-tu que ça s'en venait? Ben, je sentais que ça s'en venait parce qu'il y avait comme fait une préparation. Jennifer Alger va se préparer la revanche contre Martin Biron et tout. Mais c'est comme tu travailles tellement cette journée-là que tu l'oublies. Ben oui. Écoute, t'es tellement là, dans ta bulle que tu te dis, ça va arriver à un moment donné, mais je l'ai oublié. Ben oui. Et là, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, c'est pour ça que je suis pas parti à courir. Je savais là que pour effet de télévision, il fallait quand même que je reste là pour qu'elle puisse avoir sa revanche. Là, tu sais, je suis pas fou non plus. Martin, écoute, tes enfants vont finir l'école dans pas longtemps, mais ça a passé, mon gars, en un clin d'œil. J'ai l'impression qu'on a parlé de 3 choses. Ouais, tu disais, quand on se parlait avant de commencer, que les gens disent que j'ai quand même la parole facile. Je suis un passionné de hockey, fait que puis de mes histoires de carrière et de tout là, j'aime ça donner un peu là d'un aperçu à ce que la carrière d'un joueur dans la Ligue nationale est pour les partisans qui veulent savoir c'est quoi qui se passe là dans la chambre puis dans tout ça. Alors, j'en ai plusieurs d'autres puis on pourrait s'en reparler dans les mois puis ça vienne les années qui s'en viennent pour en rencontrer encore plus. Oui, je sens qu'il y en a qui t'en en tête, fait que quand on va se laisser, tu pourras les noter dans ton cellulaire. C'est sûr que je te réinvite pour un part 2. Ouais, t'allais dire, ouais. Ouais, faudrait quasiment que j'en fasse un, là. Faudrait qu'on se rassemble, les 3 mousquetaires, là, avec Jean-Pierre et Tidane, là, que tu n'amènes les 3 ensemble, là, qu'on puisse jaser parce que, écoute, je parlais de jouer aux cartes avec Daniel Brière pis tout ça, là, puis je vais juste donner un aperçu, là. Tu sais, le téléphone entre les 2 lits, là, dans une chambre d'hôtel, là. Tu sais, là, avec les pitons, là. Ouais. Daniel en a probablement cassé à peu près une 50aine. À toutes les fois qu'il perdait une game de cartes, là, c'est le téléphone qui pognait le premier, là, il l'arrachait, puis il tirait. La manette de télévision, c'était 2. Puis là, après ça, là, c'était la table, 3. Alors, donc, Daniel, il venait fâcher assez souvent s'il perdait une game de cartes. C'est pas un gars qui aime perdre, visiblement. Ouais, c'est ça. C'est un compétitif. Écoute, c'est pour ça qu'il y a eu du succès partout où c'est qu'il est allé. Mais c'est ça, tu sais, c'est des histoires de même là, que moi, j'aime beaucoup. Puis on a fait là pour le 50e anniversaire des Sables de Buffalo, on s'est rassemblés, Daniel, Jean-Pierre, moi et Jay McKee. Ouais, on a joué une game de cartes pour faire une vidéo là-dessus. Et c'était comme si on était il y a 15 ans, il y a 16 ans, là, encore une fois, là, aujourd'hui, on a joué au même jeu,
j'ai encore perdu. Alors, je dois encore de l'argent à Tidane parce que je l'ai pas encore payé. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, mais si on regarde vos salaires en carrière, Daniel, il en a accumulé pas mal. Il est correct. Ouais, malgré qu'à toutes les années, il s'en allait en vacances avec ce que je lui donnais à la fin de l'année à cause de mes pertes de cartes. Je payais une petite vacance dans les Caraïbes. Et puis Jay McKee qui racontait dans la vidéo que lui, je pense, il y avait une infection qui fait qu'il avait pas pu jouer en 2006. Ça a été un autre défenseur qui avait tombé. Puis il voulait jouer, puis le trainer il a dit non, tu peux pas embarquer là, mon gars. Écoute, il avec son infection, là, c'était une staph infection dans la jambe. Le docteur a mis avec un stylo là. La jambe, mettons, était rouge, là. Ça commençait à la cheville, puis ça montait, là. Puis il y a un jour, là, ils ont commencé les antibiotiques, puis ils ont mis une marque sur sa jambe. Ils ont dit, si ça monte, si le rouge monte, les antibiotiques marchent pas, va falloir t'amputer la jambe. Alors, il s'est couché le soir, là. Lui, il voulait jouer. Et il s'est couché le soir avec une possibilité que le lendemain, il fallait qu'il se fasse amputer la jambe parce que l'infection avait grimpé. Mm-hmm. En fin de compte, les antibiotiques ont marché. Et écoute, il y a eu des antibiotiques pendant 2-3 mois après ça pour carrément clairer l'infection qu'il y avait. Wow. Jean-Pierre Dumont, lui, est rendu où? Il est où maintenant? JP est à Nashville. Et Jean-Pierre, après les Sables de Buffalo, il était joué avec les Prédateurs et il a pris sa retraite avec les Prédateurs. Il coach le hockey mineur. Il est le dirigeant de l'organisation des petits Prédateurs. Et il y a 4 filles. Puis lui, son temps... Il y a 4 filles à la maison, fait qu'il s'en va coacher des jeunes garçons au hockey pour sortir de la maison. C'est ça qu'il fait. Je pense qu'il coach son gars ou quelque chose, il me semble, je pense, ou quelque chose comme ça. Non, JP, il a 4 filles. Alors, il coach pas son gars, mais il est coach, puis il vient à Buffalo une fois de temps en temps. Il a une belle après-carrière. Lui, c'est un gars de Montréal. Écoute, ça, c'est une autre histoire, là, Jean-Pierre, là. Tu sais, c'est un gars qui de la ville de Montréal. Il prenait l'autobus de ville pour aller aux pratiques parce que son père travaillait de jour, sa mère de nuit ou peu importe, là, il pouvait pas, puis c'est ça qu'il faisait pour jouer au hockey, là. C'était vraiment une histoire là, assez impressionnante. Wow. Martin, ça a été un plaisir. C'est sûr que je te réinvite parce que je sais que ton cerveau va continuer puis tu vas accumuler les histoires. Mais ça a été franchement un plaisir de te jaser. T'as été un feu roulant d'anecdotes. Je pense que l'homme au cœur d'enfant et aux yeux de husky. C'est ça ton... Ah ouais, mettons que... Ouais. Tu sais, quand j'étais jeune, là, tu sais, j'arrivais au snack bar à l'aréna, puis là, la madame derrière le snack bar, elle disait toujours « Avec tes yeux, tu vas en briser des cœurs. » Elle avait-tu raison? La question, c'est elle avait-tu raison? Ah, ben ça, on en parlera une autre fois. C'était Martin! Merci énormément, Martin, d'avoir pris le temps. T'es la définition de l'expression « bon vivant ». Donc, merci énormément d'avoir pris le temps. On va se remercie bien gros. Écoute, c'est bien le fun. Puis comme je te dis, c'est le fun de jaser avec du monde qui sont passionnés de hockey, passionnés d'histoire et tout. Puis félicitations pour votre podcast. Puis bonne chance avec tout. Là, j'ai une couple d'épisodes que je veux aller voir là. Puis j'ai bien apprécié ça. Absolument, t'es vraiment gentil, Martin, puis merci d'avoir pris le temps. Reste en ligne 2 petites secondes le temps qu'on conclue l'enregistrement. Mais encore une fois, merci, ça a été un plaisir. Merci énormément à Marty. Oui, les yeux de husky, mais le cœur chaud, tendre pour ce moment de grande qualité. C'est le genre de gars qu'il faut que je réinvite plus tard au podcast, mais j'ai hâte de le rencontrer en vrai quand les frontières vont réouvrir. Je vous rappelle, il reste un épisode à la saison. Ça se passe sur Patreon. Il est déjà là. Il est chaud, il est frais, il est croquant, il vous attend. Et surtout, ça va être l'endroit Patreon où vous allez pouvoir poser vos questions à Chucky Pellerino pour l'épisode du draft qui s'en vient, un des épisodes les plus convoités à chaque année. Toutes vos questions, Charles répond à celles envoyées sur Patreon et également vous avez accès à son dossier personnel privé descriptif en détail poétique et émouvant de chaque joueur. Le document référence pour le repêchage uniquement sur le Patreon de Dreadsultape ou patreon.com/Dreadsultape. Ça danse dans ma tête. Allez, à la semaine prochaine les amis. Wouh!